Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Obrecht, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire de l'association No Ghetto. Vous avez organisé la semaine dernière un colloque, enfin une table ronde sur la mixité dans l'agglomération lyonnaise avec l'association Nouvelle Rive. Plutôt du beau monde, puisque sont venus le recteur, sont venus la vice-présidente au collège de l'agglomération. Ça veut dire que cette fois, tous les acteurs sont alignés. On va régler la question de la mixité sociale dans l'agglomération. Alors, régler la question de la mixité sociale dans les collèges, je n'en suis pas tout à fait certain immédiatement, mais c'est vrai que c'était une réussite puisque 70 personnes ont assisté à cette table ronde autour de Hugo Botton, qui est un chercheur en sociologie et qui venait nous présenter ses études qui tendent à montrer l'importance de la définition de la sectorisation sur la ségrégation dans les collèges qui expliquait qu'il était possible pour une collectivité locale de changer la sectorisation en vue de modifier cette ségrégation sociale. On sait que c'est la grande priorité du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, depuis sa nomination, mais que le plan qu'il a présenté au mois de mai a été beaucoup moins ambitieux que ce qu'il était suggéré au départ. Est-ce que vous craignez que dans l'agglomération, il ne se passe pas grand-chose au final? Alors, notre association No Ghetto est créée depuis 2019 et dès 2020, nous avons rencontré la vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges, Madame Morera, pour lui faire part de notre souci de voir la ségrégation dans les collèges augmenter, ou tout du moins ne pas diminuer. Et surtout, on était inquiet d'un projet de construction d'un collège entre deux zones urbaines sensibles, entre Saint-Fond et Vénissieux. Au début, elle s'est montrée tout à fait favorable à cette question de prise en compte de la mixité sociale dans les collèges, mais finalement, mais opposée à la remise en question, à la construction de ce collège. Et depuis 3 ans, on n'a rien vu venir. Alors, il y a à peu près 6 mois, l'Éducation nationale était obligée de publier les indices de position sociale. Et curieusement, quelques semaines après, la métropole de Lyon a créé un poste de chargé de mission mixité sociale dans les collèges. Peut-être est-ce le signe d'une prise en compte, d'une prise en considération de cette dimension. Mais pour l'instant, on ne voit pas vraiment venir grand-chose. Il y a un discours du côté de la majorité NUPES sur la mixité, mais concrètement, aucune action. La majorité métropolitaine a des discours qui varient selon les groupes, mais pour l'instant, nous n'avons pas de retour précis qui nous permettrait de penser que cette question va être prise en compte sur ce mandat. C'est un peu dommage de se réveiller 3 ans après, mais en tout cas, il y a un observatoire, il y a un chargé de mission. On sent que le sujet commence à émerger. Il y a un chargé de mission. Vous avez dit aussi dans cette table ronde qu'en Haute-Garonne, il y en a 15. C'est Hugo Botton, le chercheur dont je vous parlais, qui souligne la nécessité de mettre des moyens en face d'une volonté politique. Aujourd'hui, on est incertain sur la volonté politique de la métropole, mais en même temps, on constate qu'il n'y a pas vraiment de moyens. Il y a une personne qui s'occupe de l'observatoire, une autre personne qui s'occupera de la mixité sociale dans les collèges, alors que dans le département de Haute-Garonne, qui est cité comme exemplaire, c'est un ensemble de 15 personnes, des experts, des statisticiens, des fonctionnaires, qui sont missionnés pour veiller et mettre en œuvre une politique. Alors concrètement, on a beaucoup reproché à Pape Ndiaye d'avoir fixé des ambitions. Alors c'est baissé de 20% les différences d'indicateurs sociaux entre les collèges d'ici 2027. Mais d'avoir peu de moyens concrets. Ceux qui ont le plus de moyens pour agir, ce sont les présidents de département et donc Bruno Bernard à la métropole. En effet, c'est d'ailleurs assez étonnant que le ministre se soit lancé dans cette affaire alors qu'il n'avait pas les moyens d'intervenir sur les écoles privées, qui sont des établissements indépendants, et qu'il n'avait pas non plus les moyens d'agir sur les décideurs de la sectorisation, qui sont les présidents des collectivités territoriales, des départements et la métropole de Lyon. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce plan risque d'être peu efficace, d'autant plus que l'indicateur qu'il donne est un indicateur qui est encore incertain. 20% de quoi et sur quelle maille? La maille, c'est-à-dire l'échelle sur laquelle on examine et on observe la ségrégation sociale, est déterminante pour apprécier le niveau de ségrégation. Mais Bruno Bernard, lui, pourrait agir. Nous n'attendons que cela. Bruno Bernard et Véronique Morera pourraient tout à fait agir. Après, la question est une question d'opportunité politique, parce que faut-il engager une vaste entreprise
qui fait peur aux familles, on le sait, la mixité sociale, tout le monde en parle, mais personne n'en veut vraiment. Est-il nécessaire d'engager cette politique à 2 ans des élections métropolitaines? Je n'en suis pas certain. Alors, quelles sont les solutions pour sortir de cette impasse? Alors, notre association milite ardemment pour voir la loi changer. Aujourd'hui, la loi, depuis 2013, évoque la question de la mixité sociale dans l'enseignement. Il y a un article du Code de l'éducation qui précise que les conseils départementaux peuvent, si cela améliore la mixité sociale, changer les périmètres. Comme ce n'est qu'une possibilité, en général, les conseils départementaux ne le font pas, encore une fois, parce que cela est visiblement très impopulaire parmi la population. Nous rencontrons des parlementaires, des sénateurs, des députés, pour leur faire comprendre qu'il est impératif de changer la loi et de remplacer cette possibilité par une obligation. Ainsi, les départements pourront s'abriter derrière cette obligation légale pour mettre en œuvre une politique en arguant du fait que cela est obligatoire. Un peu comme la loi SRU sur le logement social. Nombre de maires décident de construire des logements sociaux, non pas parce qu'ils sont amoureux de la mixité sociale dans leur territoire, mais parce qu'ils ont une obligation, et des amendes à la clé s'ils ne le font pas, et ils peuvent s'appuyer sur cette obligation pour le faire comprendre à leurs électeurs. Le principal outil qui devrait être utilisé notamment par le rectorat, aujourd'hui, ce sont les classes internationales, les classes, on va dire, d'élite placées dans les collèges les moins favorisés. Pour vous, c'est un outil qui peut être efficace? Médiacité était le média qui nous accompagnait dans la table ronde que nous avons organisée. Et avant cette table ronde, ce journal a réalisé une étude sur les filières d'excellence. Les filières d'excellence peuvent fonctionner quand sur un territoire, il y a des populations qui sont mixtes et qui peuvent choisir une classe d'excellence. Mais la limite des filières d'excellence a été soulignée par ce reportage, puisque dans des territoires qui sont largement populaires et ségrégés, ce n'est pas parce qu'on crée une classe internationale qu'on va régler l'affaire. Pour nous, la modification de la sectorisation est l'outil principal et le plus efficace. Est-ce que le privé peut être mis à contribution? On sait que Pape Ndiaye a essayé et que finalement, sous pression d'Emmanuel Macron, il a renoncé à fixer la moindre obligation. Noghetto, dès le début, s'est fixé une ligne, c'est-à-dire de prendre en compte le fait que la ségrégation scolaire dépend pour moitié du privé et pour moitié du public. Et nous avons considéré au départ qu'il était tout à fait délicat et peut-être contre-productif de s'attaquer frontalement à la situation de l'enseignement privé qui est problématique à l'évidence. Contre-productif parce que vous ne voulez pas rouvrir une guerre scolaire. Exactement. On a vu la réaction des responsables de l'enseignement privé lors de l'annonce, lors des pré-annonces du plan Pape Ndiaye, et on sait qu'ils sont très puissants. Donc commençons par ce qui est possible. Si vous mettez des obligations dans le public et que cela fait fuir un certain nombre de familles vers le privé, tous vos efforts auront été réduits à néant. On est d'accord, mais l'offre d'enseignement dans le privé n'est pas extensible à l'infini. Il suffit que l'Éducation nationale décide de cesser de créer des postes, des classes dans le privé pour que celui-ci puisse simplement accueillir le public qu'il a aujourd'hui. Donc souhaitez que le rectorat arrête d'ouvrir des classes dans le privé? Ce serait judicieux. Est-ce que l'objectif que s'est donné le privé, l'engagement qu'ils ont pris devant le ministre de l'Éducation nationale, c'est de doubler le nombre de boursiers, passer de 9% aujourd'hui à 18%? On rappelle que dans le public, c'est plutôt autour d'un tiers d'élèves qui sont dans le privé. Est-ce que ça, c'est un objectif qui vous paraît satisfaisant? Bien entendu. Après, la question n'est pas simplement la question sociale. Dans notre mobilisation, nous parlons de mixité sociale et d'origine. Et ce pourquoi nous nous mobilisons, c'est pour faire en sorte que les enfants de la 6e à la 3e, d'une agglomération, d'un espace géographique, puissent avoir l'occasion de se rencontrer, de se croiser, de se mélanger. Aujourd'hui, on a des générations entières qui vivent dans une bulle cognitive, avec leurs réseaux sociaux, leur bulle informationnelle, et qui sont bien souvent assignés à des quartiers, que ce soit dans le 6e arrondissement de Lyon, que Vaux-en-Velin. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, des enfants, des collégiens, puissent faire l'expérience de l'altérité. C'est une expression un peu pompeuse, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, on produit des générations entières qui naissent
apprennent et travaillent dans un entre-soi que l'on considère un peu comme mortifère. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, notre première mobilisation avait été à l'occasion du projet de loi dit contre le séparatisme. C'est à cette occasion qu'on avait commencé à rencontrer des parlementaires pour leur dire le séparatisme, il existe aussi dans nos collèges, dans nos agglomérations qui sont ségrégées. Trouvons les moyens de lutter contre ce séparatisme. Pierre Obrecht, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.